On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, la visite de Josette Borel-Lincertin dans des structures sociales. La présidente du conseil départemental veut insister sur la nécessité de lutter contre la précarité grandissante dans notre archipel. Handicapés, demandeurs d'emploi, la pauvreté concerne une population d'une grande diversité. Faut-il interdire aux surveillants de prison dans l'Hexagone de s'exprimer en créole sur leur lieu de travail? Il constituera un problème récurrent selon la Contrôle générale des prisons. Les associations des ultramarins et syndicats de police s'en défendent. Et mieux vaut avoir du réseau pour trouver un emploi. C'est pour pallier cette carence relationnelle que la mission locale a expérimenté il y a quelques années le dispositif parrainage emploi. L'heure était au bilan ce matin. Prochain objectif, doubler le nombre de salariés bénévoles. Et il est la star des tables pour cette période. Le cochon est également très apprécié par les Guadeloupéens le reste de l'année. Près de 10 000 tonnes sont consommées tous les ans. Coup de projecteur ce soir sur une activité rentable avec Maude Lurel de l'entreprise Cochon Pays. Elle est notre invitée. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Merci de nous rejoindre. Après avoir voté le budget primitif du conseil départemental hier, la présidente Josette Borel-Lincertin effectue aujourd'hui une tournée dans certaines structures sociales qui ont bénéficié des subventions de la collectivité. Une manière de mettre l'accent sur l'importance de lutter contre la précarité. Reportage Karen Diama. C'est à la Banque alimentaire que la présidente du département a entamé son tour solidaire. La Guadeloupe, quand on regarde la Guadeloupe par le filtre du conseil départemental, on se rend compte de toute la détresse, de toute la misère et de toutes les demandes formulées en toute discrétion, parfois en silence par nos compatriotes qui sont, je dirais, les plus en difficulté d'entre nous et à qui nous devons porter, je dirais, une réponse à leur détresse. Tout simplement les aider à vivre, les aider à bien se nourrir, les aider à être des hommes et des femmes en Guadeloupe, avec leurs difficultés, mais savoir qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité. Grâce aux dotations départementales perçues chaque année, d'un montant environnant les 50 000 €, la Banque alimentaire peut envisager un champ d'action plus large. L'année 2017 sera une année importante pour nous dans le cadre de nos actions. C'est-à-dire que nous voulons développer notre distribution de denrées par rapport à nos concitoyens qui sont en difficulté. Le conseil départemental nous accompagnait jusqu'alors dans le fonctionnement de la banque alimentaire. Aujourd'hui, nous les sollicitons pour qu'ils nous accompagnent dans l'investissement, c'est-à-dire l'achat de matériel pour mettre en place une logistique qui réponde au développement de nos actions. Résolument engagé dans la lutte contre la précarité, le cortège départemental s'est ensuite rendu à l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées. Le service d'accompagnement à la vie sociale accompagne les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel de 20 à 60 ans sur notification de la MDPH. La personne dite à mobilité réduite, la personne dite victime de handicap a besoin aussi que nous soyons à leur côté, a besoin aussi qu'on puisse leur dire, nous sommes pratiquement tout un chacun, potentiellement un futur handicapé, un accident de la route, un accident ménager tout simplement à la maison peut nous rendre, peut nous faire devenir un handicapé entre guillemets. Donc il est important que là aussi le conseil départemental réponde présent. Avec ce tour solidaire, le conseil départemental a réaffirmé son soutien au public en difficulté. En 2015, l'entité aura alloué à la branche handicap près de 47 millions €.
Et voici maintenant un sujet qui fait polémique. Il concerne l'usage du créole dans les prisons en France hexagonale. Dans un rapport publié le 14 décembre dernier, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté des prisons, Adeline Azan, a indiqué que le créole en milieu pénitentiaire entraînait des incompréhensions, une problématique qui reviendrait régulièrement dans l'ensemble de l'administration pénitentiaire. Un faux débat selon les associations de défense des ultramarins. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Paris. Comme tous les centres hospitaliers de région parisienne, l'hôpital Necker emploie son lot d'ultramarins dans les différents services. Victoire travaille depuis 30 ans en néphrologie. Avec ses collègues guadeloupéens, elle parle régulièrement le créole. De temps en temps, oui, mais c'est mal vu quand même dans le service parce qu'on essaye, quand on est éloigné ou comme ça. Cette mornalienne est consciente que l'emploi du créole peut parfois froisser ses collègues non créolophones. Comme elles ne comprennent pas, alors elles pensent qu'on parle de mal d'elles et tout ça, mais non, c'est pas vrai. Mais après, quand on essaie d'expliquer de mot à mot qu'est-ce que ça veut dire, bon, elles comprennent et puis bon, ça passe. Dans une autre administration, la situation est plus délicate. Éric et Thierry travaillent à la Poste et le mois dernier, ils ont dénoncé ensemble une charte publiée par la direction de leur centre. Une charte qui, entre autres, disait clairement interdiction du dialecte et des langues étrangères. Et on a compris que c'était l'arabe et le créole qui étaient en cause, quoi. En 15 ans de carrière à la Poste, c'est la première fois qu'Éric a vu sa direction prendre acte sur le créole en service. Ça m'a fait réagir parce que pour moi, c'est important cette langue. Même si je ne la parle pas au quotidien, je ne la parle pas tout le temps au quotidien, mais il n'empêche que ça a été important. Du coup, la charte, elle n'est pas sortie. Pour les associations de défense des droits des ultramarins, cette problématique n'a pas lieu d'être. Le français, c'est notre langue, la langue officielle, mais notre langue première, ça reste quand même le créole. On ne peut pas nous interdire de parler créole, mais le mieux vivre ensemble commande à ce qu'on parle une langue commune pour que tout le monde puisse comprendre qui est le français. Ce n'est pourtant pas l'avis de la rapporteuse générale des prisons qui épingle l'emploi du créole par les agents pénitentiaires. Un syndicat a saisi la justice et le défenseur des droits pour régler cette question. L'un des obstacles majeurs à l'accès à l'emploi est l'absence ou la faiblesse d'un réseau de relations, selon les professionnels de l'insertion. Pour pallier cet handicap, la mission locale de la Guadeloupe décidait d'expérimenter le dispositif parrainage pour l'emploi il y a quelques années. En 5 ans, il a permis à une centaine de jeunes de trouver du travail. Aujourd'hui, la structure espère bien convaincre davantage de salariés bénévoles de se joindre à l'aventure. Les détails avec Moïse Exter, Patrick Curie et Nathalie Dinan. En Guadeloupe, on compte plus de 14 000 jeunes sans emploi. Un constat qui a conduit la mission locale à mettre en place ce parrainage. Il existe depuis 5 ans. L'objectif est de mettre en relation un chef d'entreprise bénévole ou retraité avec des jeunes, une façon de leur faire partager une expérience professionnelle. Nous avons pour 35% de ces jeunes qui arrivent à trouver une solution de formation, une solution d'emploi. Nous continuons à les accompagner et au bout de 2 ans, 3 ans, on constate que on atteint les 55-60% de jeunes qui trouvent des solutions. Donc ça veut dire que l'accompagnement se fait dans la durée, l'accompagnement se fait avec bien sûr tous les outils disponibles de la mission locale, tous les conseils des partenaires, des chefs d'entreprise, des bénévoles, et des administratifs, des enseignants, etc., qui sont à la retraite généralement. Le parrain ou la marraine permet aux jeunes de bénéficier de sa compétence, de son réseau personnel et professionnel. Il ou elle cherche à déclencher une vocation, à consolider les connaissances de son filleul en utilisant toutes les formes d'emploi possibles, tout en visant un emploi durable. Les jeunes nous apportent, c'est interactif. Il ne s'agit pas de leur faire des injonctions, leur donner des directives, mais de les aider à mettre des mots sur les éléments de leur projet et en même temps leur permettre d'avoir confiance en eux, d'avoir l'estime de soi pour pouvoir engager le projet, ce qui n'est pas simple dans une situation de notre pays où les jeunes sont confrontés à des difficultés par rapport à l'emploi. Un dispositif qui a séduit plusieurs jeunes comme Johanna, soutenue par le réseau de son parrain. Un bon coup de pouce pour démarrer son projet professionnel. Mon projet professionnel est la création d'entreprise. Actuellement, je suis dans le stade où je crée un réseau professionnel. Donc pour le moment, je n'ai pas encore atteint mon objectif puisque c'est un projet qui demande du temps. Donc par contre, j'ai pu trouver un chef d'entreprise qui doit me recruter en janvier.
Donc il faut savoir que ça fait 6 mois que je suis au chômage. Donc c'est grâce au parrainage que j'ai pu rencontrer ce chef d'entreprise. Et avec lui, qui est devenu mon parrain, qui va me permettre à monter ma société. À ce jour, une centaine de jeunes bénéficient de l'expérience de 60 parrains et marraines. Mais l'objectif à terme pour la mission locale est d'atteindre le nombre de 200 jeunes adhérents. Autre thématique maintenant, celle de la sécurité des plaisanciers. En Martinique, les dispositifs des douanes maritimes ont été renforcés. Entre trafic de drogue, lambis, langoustes en provenance des îles voisines, les douaniers sont particulièrement vigilants. Aline Courcy et Michelet François d'ATV Martinique ont suivi une équipe cet après-midi. Regardez. Vous avez les papiers du bateau, s'il vous plaît, vos pièces d'identité ? Ce matin, le locataire de ce bateau ne pensait pas se faire accoster par 4 hommes armés en pleine mer. Un contrôle de routine pour ces douaniers qui gardent l'œil grand ouvert en ce début de saison. Notre but principal, c'est de contrôler les navires qui arrivent en Martinique. Donc très bien, aussi bien le trafic inter-îles entre les îles alentours et le trafic transatlantique. Par exemple, comme le bateau que nous sommes qui sont à côté de nous, lui vient de faire la transatlantique, donc on peut très bien le contrôler, voir qui est à bord. En inter-îles, c'est énormément d'herbes de cannabis, mais aussi de la cocaïne. Pas d'infraction pour cette famille en simple visite pour les vacances et qui apprécie même de voir les douaniers surveiller nos eaux. Bon, on se dit, j'espère que j'ai tous les papiers à bord, c'est tout. C'est rassurant de savoir que les eaux françaises sont mises en sécurité par les douanes maritimes. Il peut se passer quelque chose sur le bateau et ça peut être une aide inattendue. Drogue, contrefaçon, armes, les prises sont parfois impressionnantes. La brigade du marin, il y a quelques semaines de cela, a intercepté pour plus de 400 000 € de marchandises, de billets de banque qui ont été jetés à la mer par le coupable qui essayait de s'en débarrasser et qui ont été récupérés. Cet argent venait manifestement du produit de trafic de stupéfiants. Mon collègue va prendre les papiers, s'il vous plaît. En fin d'après-midi, aucune infraction n'est à signaler, mais les efforts ne seront pas relâchés pour autant lors des prochains mois. Depuis le début de l'année, une centaine de saisies ont été effectuées dans nos eaux et aucun blessé n'est à déclarer. À 3 jours du réveillon de Noël, vous êtes nombreux à vous bousculer dans les rayons des supermarchés pour faire vos courses. Nombreux sont ceux qui n'oublient pas de mettre dans leur caddie le fameux jambon de Noël, vedette de cette période, mais aussi très apprécié le reste de l'année. Les Guadeloupéens consomment près de 10 000 tonnes par an, 10 000 tonnes de cochons par an. Certaines entreprises se sont même spécialisées dans le secteur. C'est le cas de notre invité, Maude Lerel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes la secrétaire générale de la société Cochon Pays, une société très connue en Guadeloupe. Comment expliquez-vous ce succès de la viande de cochon ? Je pense que c'est avant tout culturel. C'est propre à notre éducation à la Guadeloupe. De bon nombre de familles ont toujours eu derrière la maison un cochon qui a été attaché. Et c'est propre vraiment à la culture guadeloupéenne. Il faut savoir quand même que ce n'est pas la première viande consommée en Guadeloupe. Elle est en 3e position, mais elle est la plus structurée en Guadeloupe. Et on l'a vu, justement, c'est une affaire qui marche. La filière porcine se porte très bien. Cochon Pays, c'est d'abord une affaire de famille. Comment cela a commencé ? Racontez-nous un petit peu. Cochon Pays Guadeloupe, c'est le rêve d'un homme. Mon père, Guy Lurel, qui il y a quelques années a décidé de créer une entreprise pour se spécialiser dans l'abattage de porc. Et c'était une entreprise qui était au tout début destinée à l'écoulement de seul élevage, le sien. Au fil de l'eau, la filière s'est structurée par le biais d'une coopérative porcine qui s'appelle la Copor, soutenue par l'IGUAVI, qui est l'interprofession guadeloupéenne de la viande, et qui aujourd'hui regroupe une quinzaine d'éleveurs. L'entreprise, au tout début, était composée de 5 salariés. Aujourd'hui, nous en comptons une trentaine. La filière porcine, c'est combien d'emplois à peu près en Guadeloupe ? Alors, en emploi indirect, tout confondu, en comptant Cochon Pays, le ramassage, la collecte, l'élimination et la valorisation des déchets également, on peut compter près d'une centaine d'emplois. Alors, cette production s'en sort très très bien. Vous avez multiplié par 3 votre production à la vente. C'est normal, c'est les fêtes de Noël, tout le monde veut manger son cochon roussi. Vous envisagez d'aller beaucoup plus loin. Quels sont vos objectifs ? Il faut savoir que l'avenir de la filière porcine ne se situe plus simplement dans la vente à l'ancienne de la viande fraîche et de la carcasse de porc qui est distribuée sur l'épaule. Aujourd'hui, on s'oriente vraiment vers une filière de produits transformés, l'épaule cuite, le jambon cuit, la poitrine fumée, les lardons.
tout ce qui existe déjà sur le marché guadeloupéen, mais essentiellement par l'intermédiaire de l'importation. Alors, il faut savoir qu'il y a 400 tonnes de jambon de Noël qui inondent le marché comme ça. Et vous représentez quoi, 16 tonnes par an? 16 tonnes. Par an. Et l'idée, c'est quoi? C'est que maintenant, aujourd'hui, vous avez innové, vous avez créé vous-même votre propre jambon de Noël? Oui. Cochon Pays Guadeloupe, aujourd'hui, commercialise tous ses produits sous la marque L'Éleveur. En fin d'année, il y a effectivement même un peu plus de 400 tonnes de jambon de Noël. On dit jambon de Noël, mais c'est un abus de langage. C'est vraiment un produit qui est fabriqué dans les pôles du porc. Et je pense qu'une partie de notre culture nous a échappé. La nature. Pendant un moment, nous avons au début fabriqué ce produit ici. Ceux qui fabriquent à Cochon Pays les pôles de Noël sont ceux qui, à l'époque, il y a une vingtaine, près d'une trentaine d'années, avaient fabriqué le produit. L'entreprise, à l'époque, a disparu, la nature ayant horreur du vide, et le produit étant quand même très festif et présent sur toutes les tables. En fin d'année, il a été fabriqué à l'étranger, autre part. Et aujourd'hui, on a décidé de se réapproprier ce qui nous appartient, ce qui est propre à notre culture, et essayer, nous faisons figure de Lilliputien, 16 tonnes pour 400 tonnes, ça n'est rien, mais ça n'est qu'un début. Est-ce que c'est justement possible d'arriver à une certaine autosuffisance, d'éviter justement d'avoir ces produits importés chez nous? L'autosuffisance n'est pas visée, mais en tout cas, accroître les parts de marché qui sont réservées à la production locale porcine. On ne représente même pas 30% de la consommation globale. Il reste encore beaucoup de choses à faire. La filière se structure par le biais des coopératives, par le biais de Cochon Pays Guadeloupe qui fait office de transformateur. Avec le soutien de l'Iguavi, toutes les forces sont réunies pour évoluer et un jour faire peut-être les 400 tonnes. Et justement, que reste-t-il à faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faudrait? Continuer à se structurer. Essentiellement, qu'on comprenne que ça passe par un travail de coopération, de professionnalisation. On a eu tendance à oublier en Guadeloupe qu'on avait les compétences, le savoir-faire, les qualités requises pour pouvoir fabriquer. Et justement, est-ce que les Guadeloupéens consomment énormément de Cochon Pays? Énormément. Merci Maude Lurel d'avoir accepté de répondre moi qui vous à nos questions ce soir. Vous restez avec nous. Cette question, on ne peut pas parler de cochon sans parler d'abattage. L'abattage des animaux pose encore un problème dans certains départements, certains préférant le modèle traditionnel. C'est le cas en Guyane où un tiers des abattages seraient clandestins. On regarde le reportage de Jean-Marc. À peine 5 heures du matin, les premiers éleveurs arrivent à l'abattoir régional. Un lieu incontournable pour l'abattage des animaux destinés au marché de l'alimentation. En cette période de Noël, la demande de porc local explose. Du même coup, l'abattoir voit son activité doubler. Éleveurs professionnels et particuliers, ils déposent leurs bêtes dans ces box. Et parfois, l'attente peut être longue. L'abattoir régional est surchargé, bien sûr, en ces périodes de fêtes de fin d'année. Tout le monde le comprend. À notre niveau, ça coince un peu ce matin, mais globalement, la totalité des porcs qui vont être livrés aujourd'hui à l'abattoir par nous-mêmes ou par les autres éleveurs vont être abattus dans la journée. Des travaux d'agrandissement sont prévus d'ici la fin de l'année prochaine. L'abattoir pourra ainsi faire face aux périodes de rush. Oui, il y a 3 box qui seront construits. C'est un projet. Donc pour l'exercice 2017, j'espère que ce sera mis en place. Et ça permettra de régler le flux des arrivées des bêtes. Et ça va aider le bouvier notamment, qui fait l'accueil des bêtes. Le passage par un abattoir est obligatoire pour toutes les viandes porcines et bovines destinées à la vente. Mais selon les éleveurs eux-mêmes, il existerait un tiers d'abattage illégal en Guyane. Des nombreuses bêtes qui échapperaient ainsi au contrôle de la mise à mort et au suivi sanitaire assuré par la direction de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation. Le service de l'État effectue également des contrôles pour détecter les abattages illégaux. Typiquement, ces contrôles-là ne sont pas faits dans le circuit de l'abattage illégal puisqu'on ne peut pas le maîtriser. Après, vous parlez d'un chiffre de 30%. En fait, typiquement, sur les circuits officieux, on a beaucoup de mal à avoir des chiffres par nature. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui combien de viande pourrait passer par un circuit illégal. Ce qu'on sait, c'est que ça existe, qu'il y a des ventes. Après, on n'arrive pas à savoir si c'est des circuits organisés à grande échelle ou si c'est des petits circuits. Ça, c'est des chiffres qu'on ne peut pas avoir. Et ce chiffre de 30% est une estimation. Pour éviter l'intoxication et les viandes avariées, il vaut mieux s'approvisionner chez un boucher traditionnel et ainsi éviter les marchés parallèles. Restez
Sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, la mise en œuvre du plan Caner pour les équipements de l'archipel avec un premier cas concret dans la commune de Morne-à-l'Eau, au stade de Morne-à-l'Eau. Et puis nous nous rendrons au grand marché de Gourdeliane de Bemao qui a ouvert ses portes pour le deuxième mercredi consécutif. Et si les producteurs de la filière porcine connaissent des jours heureux, les pêcheurs, eux, font crise mine. L'état de la mer depuis plusieurs jours empêchait les embarcations de sortir. Hier encore, la mer était agitée en Atlantique avec des crues avoisinant les 4 mètres. Quelles sont les conséquences économiques? Isabelle Amou a mené l'enquête. Nous sommes au port de l'Oricisque, à la rencontre des pêcheurs, impactés depuis plusieurs jours par le mauvais temps. L'état de la mer rend la pêche impossible. Une situation dramatique que vivent Olivier et Jeff. La dernière fois, la mer, j'étais allé au NAS, même au NAS, ça ne m'a pas rien. NAS a monté plein de bernard en disant yo. Je ne pas rien, sinon ça a monté vite. Je vais acheter lac, parce qu'on a mort, on a trop fort. Là, nous avons pas rien là, mais là. C'est juste pour dire l'histoire, bon, nous mêmes métiers, nous, c'est nous mêmes métiers, nous avons payé, mais nous n'avons pas de recette, nous n'avons rien même. Aucun bénéfice et pourtant des charges, des remboursements de prêts et des frais divers à payer. Chaque sortie, c'est 180 € essence. Nous allons partir à 5 h du matin, nous rentrons à 7 h soir en med. Nous allons nettoyer, filer, nous allons faire. Lever, nettoyer, lever, nous allons mettre un junior. Nous allons gagner, mais on a tout fort. Donc à présent, là, bon, on est en stand-by. Donc les gens qui sont concernés, si vous pouvez venir voir nous, bon, nous en force parce que nous n'avons pas de facture à payer, nous n'avons pas de facture à payer. Nous ne pouvons pas débouler à nous là. Donc, sans demander, ils viennent voir nous, bon, nous en force même. Constat identique avec cet autre pêcheur. Cela fait 20 jours que son bateau est à quai. Il craint une saison catastrophique. Depuis un marin pêcheur qui est en rebord resté plus de 3 jours à terre, c'est déjà une catastrophe. Parce que si saison là mal passée, et ils viennent prendre 3 mois, parce que nous croyons que ça les après, c'est un vent constant. On vent froid, qui a mélangé un vent chaud et qui a un mauvais temps. Donc c'est un vent constant et vent là, ça a venté jusqu'à la mi-mars. Donc s'il reste 3 mois qu'a venté comme ça, ben c'est 3 mois que marin là pas ni pont revenu, pont rien, contrairement à la banane ou la canne, il y aura voté à coût de millions baillots à dans intempéries, ben les marins non. Moun qui n'ita, moun qui a fait nas casier, qui n'ita retirer casier là, mettez un peu au large. Il y aura une petite perte, mais moins, mais moun qui pas n'ita fait ça, qui prie dans le système météorologique là, ben il y aura peut-être tout casier yo. Moun qui pas n'ita à récupérer parce que nous en pleine saison à lambi et langouste, moun qui pas n'ita à récupérer filet là, ben il y aura risqué de perdre tout filet là si l'homme est resté comme ça encore pendant 1 semaine. Parce que c'est wash, c'est zeb, c'est bité, donc c'est des pertes sèches. Des pertes colossales, d'autant plus que ce type d'aléa n'est pas pris en compte par les services publics. C'était une promesse du gouvernement obtenue au forceps avant l'organisation de la Coupe Davis. Le plan Caner, une enveloppe de 10 millions d'euros réservée au financement des équipements sportifs en Outre-mer, est en marche. Ce matin, Richalus s'est rendu au stade de la commune de Morne-à-l'Eau, accompagné du consultant missionné par la collectivité pour aider les communes à bénéficier de ces fonds pour l'année 2017. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et Nathalie Dinan. Le gouvernement a mis en place une enveloppe de 10 millions d'euros dans le cadre du Centre national pour le développement du sport. Cette mobilisation de fonds vise à réduire le déficit en équipements sportifs, d'où la visite pour la 2e fois sur le territoire de la région. Le président souhaitait évaluer et monter un dossier bien ficelé avec un expert qui l'a mandaté. Il y a eu des missions d'inspection qui sont intervenues cette année, en 2016, de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Intérieur, et qui ont démontré qu'il y avait 2 problématiques majeures en général l'outre-mer et en particulier en Guadeloupe. La première, c'était le déficit d'équipement, c'est-à-dire qu'on constate qu'on a 30% d'équipement de moins par rapport à des régions équivalentes en métropole. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on a une certaine vétusté des équipements sportifs. Là, on est aujourd'hui à Morne-à-l'Eau, vous pouvez constater que la piste nécessite d'être refaite. Et donc, c'est ça le premier diagnostic qui devrait être corroboré par des éléments d'analyse qu'on va conduire en liaison avec la région et les services de l'État. Pour la collectivité, il ne s'agit pas juste d'accompagner financièrement la commune, mais aussi d'apporter un réel soutien avec ses experts et ses ingénieurs
dans l'élaboration des projets à développer. C'est des dossiers qui ont été déjà déposés, mais il n'y a pas eu de suivi. C'est la raison pour cette mission de consultant de Kenny Jean-Marie. Donc aujourd'hui, il y aura d'autres dossiers qui vont être déposés. Nous allons avoir une bonne dizaine de dossiers avant le 13 janvier, de manière à ce que la commission puisse pouvoir statuer dessus, avec l'accompagnement des ligues ici et des fédérations en fonction des disciplines. Je pense que nous aurons un retour satisfaisant. Je suis prêt avec l'équipe régionale à accompagner tous ces dossiers au niveau de la Guadeloupe, parce qu'il faut aussi la participation de la région sur les plans de financement. Nous avons grosso modo 55% le CNDS, Fonds de l'État, qui seront attribués en fonction du dossier. Le maire Philipson Francfort se réjouit de cette deuxième visite qui montre un intérêt particulier des collectivités majeures à aider les communes. Il note par ailleurs la prise en compte d'autres dossiers déjà déposés à la région. Aujourd'hui, il revient avec ses collaborateurs, avec un responsable de la métropole, pour nous parler de la rénovation de la piste de Morne-à-l'Eau, du terrain de Pierre-Monerville et de la toiture. Mais entre autres, il nous parle d'un certain nombre de dossiers que nous avons déjà en région et qu'il souhaite faire parvenir sur le plan national. Donc c'est une satisfaction totale pour le maire que je suis et je dois être reconnaissant par rapport à cela. Une première série de projets devra se retrouver sur le bureau du CNDS le 13 janvier pour être analysée fin février en vue de la conférence régionale du sport. Il est devenu le rendez-vous incontournable du mercredi pour les habitants de la région pointoise et du Nord-Basse-Terre. Le marché de Gourdeliane de Bémao a ouvert ses portes. Isabelle Hameau a quand même pris son panier pour y faire un tour. On regarde. Ce grand marché en plein air rassemble plus de 500 producteurs de fruits et légumes locaux. C'est cette devise du consommer local et manger sain que l'AREA a mis en avant. L'idée, c'est pour pouvoir sensibiliser aujourd'hui nos Guadeloupéens à manger local, ce que les agriculteurs guadeloupéens plantent. Parce que bien souvent on dit qu'on est un peu plus cher, mais il faut savoir que nous savons ce que nous mangeons. Il faut savoir aussi que nous sommes des insulaires. Nous serons un peu plus chers que la métropole aussi, et nous serons aussi plus chers que l'import, parce qu'il faut savoir qu'on est directement concurrencé par les pays caribéens, bien sûr. Et nous savons ce que nous mangeons, nous avons une traçabilité, nous avons aussi des contrôles tous les mercredis au niveau de la DAP aussi, pour pouvoir savoir, même au niveau de la répression des fraudes, ils font aussi des prélèvements pour savoir si on n'a pas de traçabilité, plus d'intrants, plus d'herbicides, on a quand même un contrôle draconien au niveau de l'AREA. Les fortes intempéries du mois de novembre n'ont pas freiné totalement la production. On a les ignames cette année, mais on a eu beaucoup moins par rapport à la pluie parce qu'on a eu beaucoup de pertes avec l'eau. On a nos fameux goseilles pays pour faire notre sirop. Vous avez vu aussi, comme j'avais expliqué, on a des piquengas, on a aussi des gouttes pour pouvoir faire aux gens guadeloupéens connaître, les jeunes guadeloupéens connaître c'est quoi le piquenga, c'est quoi le goutte. Le piquenga, c'est un légume comme le concombre qui est très bon pour la santé, pour les diabétiques, pour le régime aussi, les femmes qui veulent perdre du poids aussi. Et en même temps, c'est bon en goût gustatif. Un marché reconnu pour la qualité de ses produits, certes, mais qui gagnerait à être mieux structuré. On souhaite qu'on ait une structure couverte, fermée, pour que les autres puissent venir comme dans les grandes surfaces. Et qu'on puisse avoir les outils qu'il faut adaptés à nos besoins. Parce que la profession de l'agriculture, ce n'est pas un métier qui est facile. C'est très difficile et arriver pour écouler les produits, on n'a pas ça qu'il faut. On n'a pas les outils adaptés. L'AREA compte développer ce concept de valorisation de la production locale pour que nos produits se retrouvent davantage dans nos assiettes. Place aux informations pratiques maintenant à vos stylos. L'équipe de l'établissement Français du Sang vous donne rendez-vous demain au parking de l'Hypercasino de Desmarais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois le numéro de la rédaction. Vous nous envoyez vos communiqués à l'adresse suivante redaction@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais on se retrouve dans quelques minutes avant de retrouver Eddy Planté pour Questions Directes. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux.
spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.